Ah oui, présentement midi. Avons-nous commencé à faire entrer les participants? J'en vois 25, Joël. Parfait. Parfait. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue. Ben, j'en profite juste avant toute chose, la tradition oblige. Alors, bonne année à tout le monde en espérant que vous ayez passé un temps des fêtes agréable en famille, entre amis, entre proches. Et puis, on est très content de vous recevoir pour, comme à l'habitude, nos séries webinaires exploratoires sur le mentorat à vocation inclusive. Et justement, dans cette optique, on a un petit 45 minutes, 1 heure ensemble. On a trois panélistes qu'on va pouvoir vous présenter pour élaborer un sujet que je vais vous présenter juste après un petit mot, une petite introduction de la part de notre présidente Marie-Ève Roberge, présidente de Mentorat Québec, histoire de lancer la célébration du mois du mentorat dans laquelle nous nous trouvons ce mois de janvier 2025. Donc, Marie-Ève, je t'invite à prendre la parole pour ton mot de bienvenue. Merci, Joël. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence ce matin et merci aussi aux panélistes d'avoir accepté de participer à ce premier webinaire d'une série de trois qui lance le mois du mentorat de Mentorat Québec, la 7e édition, sous la thématique Innovation et sagesse, le mentorat intergénérationnel en 2025. Mentorat Québec est un organisme qui a vu le jour en 2002, qui est promouvoir le mentorat, mais aux individus et aux organisations, le mentorat sur toutes ses formes et on assure aussi une vigie de veille et recherche en termes de meilleures pratiques en mentorat. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Jennifer Peterella, experte en mentorat inclusif et récemment nominée directrice générale de Mentorat Québec. Jennifer, à toi. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci à tous nos panélistes d'être là et bienvenue à nos auditeurs et à nos auditrices pour lancer avec nous le mois du mentorat. Donc, je suis ici avec mon collègue Joël Naouège Carlitage. Nous allons vous présenter aujourd'hui un webinaire dont Joël vous fera le résumé. L'idée étant de comparer le mentorat au Québec avec les bonnes pratiques en Europe. Vas-y, Joël. Super, merci beaucoup, Jennifer. Alors justement, Québec, terre de mentorat dans l'intitulé. Au Québec, la notion du mentorat, justement, nous est largement familière et surtout en lien avec le milieu du travail. Ça fait longtemps que les entreprises, autant que les ordres professionnels, les services gouvernementaux offrent du mentorat à l'interne, souvent adressé autant pour le personnel ou des groupes qui peuvent être davantage ciblés, tels que les personnes dites à haut potentiel, les femmes ou tout autre groupe avec une spécificité pardon, quelconque. Alors, pourtant, ailleurs dans le monde, justement, on va vouloir faire un certain comparatif avec les fiers panélistes que nous avons aujourd'hui, la chance d'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, ailleurs dans le monde, le mentorat s'est répandu différemment dans ces milieux qu'il s'est répandu ici au Québec. Quelles sont les différences? Quels sont les impacts, justement, de ces façons de développer les compétences et les entreprises elles-mêmes? Alors, l'objectif, comme mentionné par Jennifer, justement, de ce webinaire, c'est de pouvoir identifier les domaines où le mentorat contribue à la sphère professionnelle au Québec et d'explorer aussi ce qui resterait à faire. Comment est-ce qu'on peut rêver davantage pour amener la pratique mentorale à un autre niveau aussi, autant du point de vue des praticiens de mentorat du Québec et aussi avec un volet d'une experte de l'Europe, justement pour faire un parallèle entre les différents types de pratiques mentorales. Justement, pour introduire nos convives, justement, qui ont la chance d'être avec nous aujourd'hui, j'invite donc Jennifer à nous faire la présentation de cette belle ribambelle d'experts et d'expertes qui vont venir s'adresser à nous. Une ribambelle d'experts et expertes, en effet. Donc, commençons localement. Jacques Deforges est le directeur général de Finance Montréal, la grappe financière de Québec, qui depuis 2010 développe et promeut le Québec comme place financière de classe mondiale. Jacques Deforges est un leader stratégique et pragmatique ayant plus de 20 ans d'expérience et des postes de direction, tant au sein de PME qu'auprès de grandes entreprises privées ou publiques, locales ou internationales. Français d'origine et montréalais d'adoption, il est également coach exécutif auprès des cadres supérieurs et d'entrepreneurs. Bienvenue, Jacques. Ensuite, nous avons avec nous Benoît Guérard, qui est leader de l'équipe d'architecture d'entreprise et d'alignement stratégique au sein du groupe technologie numérique d'Hydro-Québec.
Benoît Guérard est CPA spécialisé en transformation et amélioration des processus, ayant plus de 25 ans d'expérience au sein de grandes organisations. Monsieur Guérard est aussi administrateur et vice-président du programme Avantage Mentorat à Financial Executives International, FEI Canada, section du Québec. Bienvenue. Et troisièmement, Fiona Solaire-Arroche est consultante en mentorat en Europe et elle était également l'organisatrice en chef de l'édition 2024 du Sommet européen du mentorat. Fiona Solaire-Arroche est à la fois panéliste, modératrice, productrice, formatrice et mentor avec une fine connaissance des pratiques, initiatives et incitatifs européens en matière de mentorat. Alors, merci Fiona d'être là. Merci à vous tous d'être là. Euh, Joël a parlé d'experts et de praticiens tantôt. Vous êtes à la fois tous les trois experts dans votre domaine et praticiens du mentorat. Nous avons très, très hâte de combiner ces expertises-là, le terrain avec la théorie, avec la pratique, sous plusieurs chapeaux pour voir exactement où est-ce que nous en sommes dans le mentorat professionnel dans les entreprises du Québec comparé à qu'est-ce qui se passe en Europe. Parce que malgré la fête d'une langue commune, on a des pratiques très, très différentes, chose qu'on va voir un peu plus loin maintenant. Alors, commençons par vous, Monsieur Desforges. Vous, ça fait 30 ans que vous êtes en affaires. Vous connaissez autant les grandes entreprises que les PME, les autres professionnels, maintenant une grappe. Quelle a été votre toute première expérience en mentorat? Avez-vous été mentor, mentoré? Est-ce que c'était au sein d'un programme organisé? Est-ce que vous êtes vous-même tombé dans une relation? Racontez-nous. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonne année, encore une fois. C'est une question très vaste. En fait, pour être honnête, premier contact avec le mentorat, euh, c'était sans savoir que c'était du mentorat. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a toutes sortes de définitions de mentorat. Alors, je dois faire quand même honneur à ma formation de coach exécutif où on m'a appris à faire une distinction très claire entre ce qu'est le coaching, le conseil et le mentorat. Donc, il y a le mentorat, disons, de façon plus structurée, avec des diades, avec un appariement d'un mentor, mentoré, etc. Puis aussi le mentorat un peu informel. Alors, moi, mon premier contact, c'était vraiment avec du mentorat informel, où je ne savais pas que c'était du mentorat, mais ça, c'est côtoyer quelqu'un qui a de l'expérience et qui vous fait connaître toutes les bonnes façons d'apprendre le métier, que ce soit de la pâtisserie, que ce soit du conseil financier ou autre. Pour moi, ça a été vraiment premier contact avec du mentorat, disons, informel. Euh, à un moment donné, je me suis joint à une grande organisation et dans les pratiques qu'ils avaient décidé de mettre en place, il y avait du mentorat structuré cette fois-là. Ils partaient du constat que lorsqu'ils embauchaient un dirigeant, il y avait un taux d'échec très élevé. Et à travers tous les efforts de recrutement, headhunter, intégration et tout ce qu'on connaît, le résultat, c'est qu'il y avait un taux de rejet de l'organisation qui était très élevé, enfin anormalement élevé. Et dans les solutions, ils ont mis en place un mentorat structuré avec un mentor, une diade, des RH qui accompagnaient le processus, des mini-contrats entre nous, etc., etc., tout le truc. Et donc, ça a été vraiment beaucoup plus productif parce que bon, je dirais même que c'était probablement la raison pour laquelle je n'ai pas quitté l'organisation, je n'ai pas fait partie de ceux qui ont décidé de quitter l'organisation. Et pourquoi? C'est parce que justement, avec le mentor, j'ai pu aborder des questions très personnelles de dirigeants qui m'auraient, si je n'avais pas eu ce conseil-là éclairé, ce questionnement, j'aurais pris la mauvaise décision. Donc, ça, c'est le contact avec le mentorat, je dirais, structuré. Et puis, curieusement, à un moment donné, moi, je suis devenu un peu plus du côté mentor, parce que peut-être c'est parce que l'expérience, les cheveux gris, je ne sais pas comment vous dire, mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y a plein de gens qui venaient me voir pour me demander des conseils, des jeunes. Ça a été un peu aussi ça qui m'a amené au coaching, parce que je me suis dit, bon, je sais apprendre les bonnes façons de faire. Puis là, je suis rendu à cette partie de ma carrière où j'offre du mentorat, pas de façon nécessairement structurée, mais de façon continue à un paquet de gens que je côtoie, justement basé probablement sur mon expérience, puis j'espère une certaine sagesse. Ce serait ma réponse, je dirais, Mm. sur mon contact ou mon expérience de mentorat.
C'est intéressant. Vous attribuez à votre de première expérience officielle de mentoré votre succès dans votre poste, le fait que vous êtes resté. Est-ce que c'est cette expérience, ce souvenir de à quel point cela a été important pour vous que vous acceptez parce que vous dites que les jeunes sont venus vous voir, ils viennent vous voir. Vous, c'est pas vous qui allez, mais pourtant Non. vous dites toujours oui. Ouais, non, je pense que c'est totalement sous-estimé l'importance du mentorat dans le développement des compétences et l'intégration dans un poste. Alors, comme je vous disais, le premier contact, c'était bon, informel. Ensuite, il y a le mentorat structuré dans une grande organisation avec des moyens. Mais moi, à un moment donné, quand j'ai pris la direction d'un ordre professionnel, j'avais aucune idée, honnêtement, de comment se comporter dans un cadre d'un PDG, d'un ordre professionnel. C'était pas mon domaine d'expertise. Moi, je venais du monde des affaires et ce qui me préoccupait, c'est comment éviter les erreurs grossières, comment me comporter, comment dealer avec les parties prenantes, le gouvernement, etc. Et je me suis payé moi-même sous forme de 2 lunchs assez bons quand même, dans un bon restaurant. On m'a dirigé vers quelqu'un qui avait une expérience tout à fait pertinente par rapport à un ordre professionnel au Québec. Et ça a été déterminant dans mon cas de me dire, bon, voici comment tu dois te comporter, voici la relation avec la présidence, voici ce que ça fait un syndic, etc., etc. Ça a été fondamental. Donc, je crois beaucoup, beaucoup au mentorat comme outil d'intégration, outil de rétention, outil de performance. À la fin de la journée, ça débouche vraiment sur un meilleur, un bien-être de l'employé, en fin de compte, qui sinon est obligé probablement, peut avoir des mauvais réflexes. Donc, Absolument. je suis assez croyant l'avantage du mentorat. Surtout lorsque ça se fait autour d'un bon lunch. Monsieur Guérard, Voilà. quelle a été votre première piqûre à vous avec le mentorat? Merci et bonjour à tout le monde et bonne année également. Un peu comme Monsieur de Forge, ma première expérience, j'en ai pas eu conscience sur le coup que c'était du mentorat. C'est-tu du mentorat, c'est-tu du coaching? Ça peut être un peu limitrophe, mais c'était dans le cadre de la préparation de nos examens pour le titre de comptable professionnel agréé. Il y a un volet qui est vraiment du coaching plus technique, mais il y a un volet de mentorat également d'une personne qui est passée par le processus pour vraiment aider ceux qui se préparent dans la gestion de leur stress, puis toute la posture plus émotive de préparation de ces examens-là. La posture technique, les écoles nous encadraient bien, mais la posture émotive, mentale, puis moi, j'apparente ça beaucoup à une relation de mentorat qui se voulait structurer. Fait que ça a été vraiment mon premier contact, mais ensuite, j'ai eu la chance de toucher au mentorat sur à peu près toutes ses formes, que ce soit du mentorat formel au sein d'organisations, du mentorat formel avec un mentor externe d'une firme qui était fournie par mon entreprise. J'ai eu du mentorat informel de personnes plus expérimentées. J'ai été également demandé comme mentor, mais de façon plus informelle. Peut-être que le manque de cheveux gris fait que je n'ai pas encore été approché d'un volet plus formel. Là, je me permets un clin d'œil à M. Deforge, mais fait que j'ai touché. Et autant quand j'étais du côté comptable, j'ai fini par prendre le leadership du programme de coaching, justement, des plus jeunes en préparation aux examens, que du côté du FEI, où depuis 4 ans déjà, là, on a mis en place un programme de mentorat au sein de l'organisation qui est pour nos membres. Donc, c'est une organisation au but non lucratif qu'on offre un programme de mentorat à nos membres, autant comme mentorés que comme mentors. C'est des membres du FEI qui font fonctionner ce programme-là. Et je suis responsable de ce programme-là depuis 2 ans. Fait que j'ai vraiment touché pas mal sur tous les côtés au mentorat. Et un peu comme le disait M. Deforge, je crois beaucoup à ça, de bénéficier de l'expérience d'un autre, plutôt que de repartir à zéro. Tu sais, parfois, il faut faire nos apprentissages dans la vie, mais de prendre le temps d'écouter les apprentissages que les autres ont fait avant nous, ça peut nous aider, puis justement nous donner des bons conseils pour prendre les bonnes décisions, puis nous aider à avoir du succès dans nos postes. Et autant je trouve important également le mentorat pour être dans une posture plus de mentor ou de responsable d'un programme de mentorat, pour redonner
aux plus jeunes, puis leur donner cette chance-là de bénéficier de cette expérience-là. Le monde du travail, là, c'est un monde qui est vaste, qui a plein de défis. Fait que si on peut aider les gens moins expérimentés à progresser plus facilement, je pense que c'est une belle contribution au milieu d'affaires qu'on peut apporter en même temps. Puis ça m'a toujours tenu à cœur là, depuis 25 ans. Et sur ces 25 ans, Monsieur Guérard, est-ce que vous avez observé des divergences dans la volonté de prendre le temps? Parce que vous avez utilisé le mot prendre le temps de faire du mentorat. J'ai toujours eu la perception qu'il y avait des gens d'expérience qui avaient le souhait justement de redonner. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué, puis je sens pas je sens pas une différence dans le temps que les gens d'expérience souhaitent prendre pour redonner au mentorat. Ce que je sens par contre, c'est un appétit qui est peut-être plus grand, une meilleure connaissance de ce que le mentorat peut apporter des plus jeunes qui ont un appétit pour ce type de programme-là. Mais même dans ce qu'on vit avec le FEI, il y a des CFO de grandes entreprises à Montréal qui ont des agendas probablement chargés comme un premier ministre qui embarquent dans le programme et que c'est souvent les gens les plus disponibles pour leur mentor, leur mentorer en tout temps. Fait que je pense que ce désir-là de redonner est là chez beaucoup de gens d'expérience qui en ont bénéficié au cours de leur carrière. C'est tout à fait remarquable. Joël? Oui, je voudrais juste rebondir, Monsieur Guérard, comme vous mentionnez avoir touché tout le spectre, justement, en tant que mentoré, en tant que mentor, de prendre en charge aussi le programme de mentorat. Vous avez mentionné, vous et Monsieur Defort, justement, certains avantages pour le fait de bénéficier de l'expérience de quelqu'un d'autre. Ce serait quoi, à contrepartie, le revers de la médaille, ce serait quoi les limites du mentorat que vous avez pu observer, les principales limites dans le milieu professionnel? Est-ce que c'est le fait, justement, vous avez mentionné, certaines personnes vont décider de prendre le temps? Est-ce qu'à défaut de temps, je l'aurais fait, mais j'ai pas le temps, justement? Est-ce que ce serait quoi les limites principales qui existent, que vous entendez dans le milieu? Puis la question s'adresse aussi à vous, Monsieur Desforges. Puis est-ce qu'il y a certains milieux pour lesquels la pratique mentorale est mieux adaptée à certains profils, certains champs de pratique? Et puis, justement, cette application est plus propice. Pourquoi, selon vous? Ouais. Plusieurs Ben, sous-questions. oui, puis je vais tenter de répondre à quelques-unes d'entre elles. Moi, en termes tu sais, pour moi, le mentorat, je vois difficilement comment on ne peut pas y trouver un avantage. Tu sais, ne serait-ce que d'avoir un échange avec une personne d'expérience dans un contexte informel, je trouve quasi impossible de ne pas en tirer un certain bénéfice. Euh, Là où il n'y aura pas de bénéfice pour le mentorer ou que ça peut être une limite, ce que je vois, c'est deux choses. Il y en a une pour moi, là, je vais nommer une évidence, mais un mentoré qui n'a pas aucune ouverture à prendre, qui pense qu'il a déjà toutes les réponses puis qu'il n'a pas besoin d'aide de personne, probablement que s'il est dans cet état d'esprit-là, ne bénéficiera pas de la relation mentorale. Euh, la plus grande limite que je constate, c'est quelque chose que j'ai vu là, notamment au FEI dans le programme qu'on met en place, qu'on a mis en place, c'est lorsqu'un mentoré n'a pas suffisamment de temps pour se consacrer à sa relation mentorale. Puis, une relation mentorale, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça ne demande pas 50 heures d'investissement par semaine, mais ça demande un minimum de temps d'introspection, de se demander sur quoi on veut travailler, puis de décanter l'échange. Un échange d'une heure avec un mentor d'expérience, là, ça prend un certain temps pour le décanter, puis en tirer des leçons, puis des prochaines étapes. Mais si le mentoré, parce qu'il est dans un immense projet dans son entreprise, parce qu'il vient d'avoir un nouvel enfant, parce que s'il n'y a pas l'espace mental pour se consacrer à sa relation, moi, c'est vraiment là que je vois la plus grande limite au, au mentorat. Monsieur Desforges, si vous pouvez rebondir, est-ce que vous avez des limites qui seraient Oui, mais justement complémentaires, qui vont dans le je même le dirais sens? un peu d'une manière un peu différente, mais ce que Benoît mentionne, c'est la question de la motivation intrinsèque du mentoré.
C'est-à-dire que, pour expliquer mon point à l'extrême, là, si le mentorat provient d'une, je sais pas moi, d'une directive du département des ressources humaines, dans les bonnes pratiques, il faut que tu aies un mentor, mais que le mentoré ne ressent pas ce besoin-là. Puis je dirais que c'est la même chose dans un mandat de coaching. Une des premières choses qu'on doit évaluer, c'est la motivation intrinsèque. Et puis ça se voit exactement comme Benoît le décrit, les personnes qui manquent des rendez-vous, qui sont pas préparées, qui n'ont pas de sujet, qui s'investissent pas dans la relation. Puis au fond, comme mentor, comme coach ou n'importe quoi, là, faut questionner la raison d'être même de la relation. Fait que ça, c'est en partant, mais ça n'a rien à voir avec le mentorat lui-même, ça a à voir avec c'est juste que tu appliques une mauvaise approche à un cas qui n'est pas prêt à bénéficier du mentorat. Un mentor qui cherche désespérément ou qui veut vraiment trouver des solutions à des problèmes qu'il trouve insolubles et qui cherche ces solutions-là pour être quelqu'un qui l'a fait, qui a du vécu, qui a de l'expérience. Euh, Puis en plus, généralement, c'est gratuit. Pourquoi se priver? Mais à ce moment-là, la motivation est là et il y a un objectif, donc ça devrait se passer correctement. Euh, moi, je vis la même chose je suis d'accord avec Benoît, c'est vraiment la seule limite, mais c'est pas une limite qui est reliée à la pratique du mentorat. C'est juste que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon, la bonne relation. Ça peut pas marcher, tout simplement. Maintenant, sur les situations qui sont les plus propices, moi, je pense que tous les métiers, toutes les fonctions, tous les rôles qui sont beaucoup sur le savoir-faire, l'expérience, le côté informel d'un métier, toutes les choses qui ne sont pas écrites dans les manuels de procédure, euh, dans lequel il y a de la finesse, qu'il y a de l'ambiguïté. Je pense que c'est là que vraiment on peut tirer le meilleur d'un mentor. Moi, j'ai beaucoup œuvré dans les services conseils, conseils aux entreprises, conseils financiers. Euh, euh, je vous dirais, même dans l'industriel. À un moment donné, j'étais dans la biotechnologie, mais si vous ne le savez pas, la biotechnologie, c'est loin d'être une science. Quand tu es en biotech, le procédé industriel, c'est un peu comme faire un gâteau au chocolat. Tu as beau avoir les bons ingrédients, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qui n'est pas dans la recette, qui n'est pas dans le SOP. Et donc, à ce moment-là, dans cette industrie où j'étais, on déménageait en Chine pour entraîner les Chinois, des Italiens qui avaient des années de savoir-faire et qui jouait carrément le rôle de mentor. Donc, dans des choses qui sont moins définies, moins, je dirais, machine à saucisse, là, donc des jobs de cadre, des jobs de conseiller, des jobs dans lesquels il y a de l'humain. Moi, je pense qu'un mentor, là, c'est indispensable pour apprendre le métier. D'ailleurs, dans le contexte de télétravail, juste avoir les grands bureaux d'avocats, ils intègrent des stagiaires, c'est pas en télétravail, c'est au bureau. Et ils ne le font pas pour une autre raison que c'est en observant un partenaire en discussion avec un client ou sur un dossier, même dans son bureau, elle regarder parler au téléphone avec un client. C'est comme ça qu'on apprend le métier. Alors, je pense que c'est complètement sous-estimé de ce point de vue-là. Est-ce que c'est culturel, c'est propre au Québec? Moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense qu'au Québec, on a tendance un peu à dénigrer l'âge et l'expérience. C'est malheureux. Euh, mais c'est peut-être culturel, hein, peut-être que Fiona pourrait nous expliquer ça. Je suis certain qu'il y a des différences culturelles. On le sait déjà dans les processus d'embauche, c'est pas la même chose en Europe et ça l'est qu'au Québec. En Europe, en France, on fait des études graphologiques, il y a plus de batteries de choses qui sont faites. Au Québec, on y va un petit peu plus de façon business, je dirais, de façon assez rapide. Peut-être parce que les lois du travail sont plus souples et que si ça ne marche pas à l'embauche, ben on peut se défaire d'un employé plus facilement, je ne le sais pas, mais il y a probablement une différence culturelle en l'utilisation de l'expertise qui vient d'un mentor, notamment plus âgé, entre le Québec et l'Europe. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Puis, je me permets juste de rebondir sur votre réponse, mais parce que moi aussi, je pense que tous les contextes peuvent s'appliquer au mentorat, mais l'important, c'est de bien définir les objectifs du programme ou de la relation elle-même. Je prends l'exemple là, du FEI. Nous, c'est pour propulser la carrière de personnes en finance qui ont déjà un certain bagage d'expérience puis qui veulent donner un accélérateur
une accélération à la suite de leur carrière. Ben, avec ces objectifs-là de bien définis, la sélection des diades, la sélection des mentorés, la sélection des mentors va être cadrée avec ça. Fait que si les objectifs sont bien établis et bien communiqués, ça permet d'avoir des relations qui peuvent répondre à ces objectifs-là. Si c'est pas clair, ben, le mentoré peut arriver avec une attente, puis le mentor est là avec d'autres choses, puis c'est là qu'il va y avoir un conflit. Je pense que l'important, c'est de bien définir les objectifs d'un programme. Si c'est dans une entreprise, ben, c'est-tu pour la formation des futurs leaders? C'est-tu pour l'accueil des nouveaux leaders dans l'organisation? C'est quoi l'objectif du programme? Et avec ça, ça clarifie toute la suite du chemin, selon moi. Jennifer, j'avais vu que tu avais levé la main tantôt. Oui, non, la question est répondue. Merci. Parfait. Alors, justement, merci de vos réponses. Alors, pour pouvoir aussi avoir le point de vue de Mme Solaire Arroche, à travers les réponses par rapport aux avantages, les limites et puis les champs d'expertise propres à nos deux panélistes qui ont pris la parole, et puis les domaines dans lesquels se pratique le mentorat dans leur milieu. Ce serait quoi les similarités ou les différences que vous pouvez observer justement euh, aux pays européens versus le Québec? C'est quoi les types? Est-ce qu'il y a des types d'entreprises ou qui s'investissent davantage dans le mentorat en Europe et pour quel public pour quel public de mentor ou de mentoré? Merci et bonne année 2025. Bonjour à tous. En effet, c'est vrai qu'en Europe, et là je vais parler surtout des pays qui ont une plus petite influence anglo-saxonne, parce que je pense que ça fait une grosse différence quand on parle du mentorat. Euh, Surtout les pays qui n'ont pas d'influence anglo-saxonne, on voit que le mentorat, tel que vous le parlez, donc un mentorat d'entreprise, est un peu moins présent. Et c'est surtout ce que moi je vois aussi avec mes années d'expérience, c'est que les entreprises vont se tourner vers un mentorat plutôt inclusif, lié à leur responsabilité sociale. C'est-à-dire, je ne sais pas si le concept aussi existe au Québec, mais c'est la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises deviennent responsables du territoire dans lequel elles sont présentes et veulent aussi prendre une tendance, être plus inclusive. Et c'est vrai que, et moi je le pratique beaucoup avec mes clients et même avec les partenaires en Europe, c'est engager des mentors d'entreprise pour, à travers une association à but non lucratif, les connecter avec un jeune ou une personne externe qui est d'un monde totalement différent. Donc, on parle, là, j'entendais M. Guérard et Deforge vous parler d'un mentorat plutôt en interne pour retenir les salariés, pour les former, pour développer les compétences transversales, ces compétences humaines. C'est vrai on retrouve tous ces éléments-là en Europe. Mais en tout cas, depuis ma perspective, c'est des éléments qui sont pas véhiculés en interne. Ils ont le même impact pour les mentors qui s'engagent, mais on ouvre la porte aussi et on inclut des associations qu'on appelle, donc des organismes, des OBNL, euh, qui vont structurer le programme, qui vont accompagner ce collaborateur entreprise et le connecter avec notamment un jeune ou moins jeune pour travailler des compétences plutôt sociales en fait. On va être sur des questions d'inclusion sociale. Donc, travailler les codes sociaux pour trouver un premier emploi ou travailler tout simplement un CV, une lettre de motivation ou aller plus loin et accompagner tout au long de la scolarité un enfant. Donc, on est sur ce qu'on appelle un mentorat inclusif ou un mentorat en faveur de l'inclusion. Et c'est vrai que c'est une tendance qui est de plus en plus importante en France, notamment et en Espagne et en Allemagne aussi. Mais c'est vrai que depuis la crise de la Covid, on a vu que et les pouvoirs publics et les entreprises se tourner vers ce type d'intervention mentorat pour justement, d'un côté, les pouvoirs publics répondre à des impératifs aussi de politique publique et les entreprises aussi pour répondre à une quête de sens de leurs collaborateurs.
Et c'est vrai que bah, la nouveauté, on va dire, et une pratique que je trouve que je voulais partager avec vous, c'est qu'en France, par exemple, la plupart des mentors qui s'engagent, c'est des mentors entreprises. Et on parle des mentors cadres dirigeants. Et on a aussi pas mal de mentors PDG qui s'engagent et qui donc donnent l'exemple au sein de leur entreprise et qui vont inviter les collaborateurs aussi à s'engager. Et c'est un engagement qui souvent prend la forme soit d'un mécénat de compétences ou sinon une mise à disposition du collaborateur pendant les temps de travail. Donc, ce qui fait que l'entreprise prend les 2 heures d'engagement de ce collaborateur sur son temps de travail. Et ensuite, le collaborateur ira, je sais pas, avant la fin de sa journée, rencontrer son mentoré. Euh, et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on parle de 1 600 entreprises partenaires d'associations pour accompagner près de 150-200 000 jeunes. Donc on est sur des volumes très importants et même on est sur des stratégies d'entreprise, c'est-à-dire que des entreprises comme BNP Paribas, Schneider, SNCF, Sanofi, Accenture se sont mises d'accord pour avoir une stratégie commune pour justement accompagner plus de jeunes avec cette logique d'inclusion, mais aussi avec ce bénéfice mutuel que le mentorat rapporte aussi aux collaborateurs, donc des bénéfices que vous avez déjà cités. Mais c'est vrai qu'en France, par exemple, on fait une spéciale attention aux compétences transversales. C'est-à-dire que ces compétences transversales, à la fin de la relation, sont mesurées, sont évaluées. Et c'est des compétences qui jouent en faveur du mentor entreprise. Et donc, c'est peut-être des révisions RH avec les ressources humaines, c'est des compétences qui sont mesurées, qui sont évaluées. Euh, voilà un peu les premières différences que je vois, puisque voilà, moi, je suis aussi, mes clients sont principalement dans le mentorat inclusif et c'est ce que je vois aussi auprès des entreprises qui s'engagent. Fiona, pour clarifier la chose un petit peu plus auprès de nos auditeurs qui n'ont pas cette historique, cette tradition. Public cible, vous avez mentionné les jeunes. Est-ce qu'il y a aussi d'autres publics pour ce bénévolat communautaire, mentoral, si on veut? Est-ce que les entreprises vont libérer le temps de leurs employés pour aller mentorer, je ne sais pas moi, des têtes d'organisation, des têtes d'OBNL, des personnes comme ça? Alors oui, c'est moins courant et ça dépend évidemment, chaque programme de mentorat est unique et c'est une méthodologie tellement fluide et flexible elle peut répondre à plein de solutions. C'est vrai que ça dépend pas mal des pays. Euh, pour avoir beaucoup travaillé avec la France et l'Espagne, et surtout en France où les entreprises sont le plus actives, c'est vrai qu'on met à disposition des collaborateurs, mais surtout quand on cherche à avoir des objectifs précis, à avoir un impact précis, un projet précis. Euh, on ne va pas mentorer des OBNL juste pour les mentorer et travailler mieux dans une logique de carrière. On est plus sur des résultats hard, on va dire, des résultats précis, comme par exemple une OBNL qui a besoin de refaire toute sa communication. On va prendre une personne, un collaborateur expert en com, et on va faire un mécénat de compétences ou un pro bono pour cette association-là, pour cette OBNL, et développer le projet. Mais c'est pas tellement, non, c'est pas tellement ça. Ce que tu... Je comprends. Monsieur Desforges, on a discuté un petit peu de ça dans notre conversation précédente, cette idée de contribuer à un mentorat dans la communauté, que ce soit auprès de jeunes ou peut-être aussi auprès d'organisations en art ou autrement. Avez-vous une expérience, des réflexions là-dessus? Je ne sais pas cette réalité, mettons, européenne, française, là. Donc, a priori,
je ne vois que des avantages, là. Effectivement, je veux dire, il y a des problèmes au niveau des OBNL qu'on connaît tous. Et donc, de permettre cette forme de mentorat me paraît tout à fait souhaitable. Euh, et en fait, ça me rappelle, un peu comme le mentorat en entreprise, me rappelle une expérience que j'ai vécue moi-même où on a fait exactement ça, sans que je sache que c'était ça qu'on faisait. Mais alors que j'étais dirigeant d'une banque ici, et j'étais personnellement impliqué dans une OBNL, pour ceux qui connaissent à Montréal, le refuge des jeunes, d'Anne Bigra, etc. Là. Donc, et à l'époque, on avait une situation où c'était une organisation où la fondatrice, directrice générale, elle faisait tout. Elle faisait à la fois son travail de gérer un refuge pour jeunes sans-abri, puis en même temps, ben, elle s'occupait de tout ce qui était le financement, l'administration, etc. Et elle est venue nous voir, elle est venue me voir et on l'a conseillé, en fait, on l'a organisé, puis ça a abouti à séparer la fonction gestion de l'OBNL, ce qui était sa force, sa vocation, et le côté pérennité qui se traduisait par la création d'un conseil d'administration professionnel, la mise en place d'un comité de financement et récemment la mise en place d'une fondation qui permet de pérenniser le financement. Ça, c'est venu vraiment d'une démarche que je pense qu'on peut assimiler à ça, qui était que le secteur privé, avec certaines bonnes pratiques, je dirais, d'affaires, est arrivé avec des solutions qui n'auraient pas été disponibles autrement, et ça sans frais pour l'OBNL, titre purement bénévole. Donc, je pense que absolument, c'est à exploiter. Moi, j'ai des amis qui sont dans le milieu des arts. Et le milieu des arts, c'est un milieu qui est malheureusement pauvre, soumis à des coupures continuelles. Et quand je regarde un peu comment ces OBNL sont organisés, je me dis, mon Dieu, qu'il y a des choses à changer là-dedans. Et si on mettait un peu comment je dirais, de savoir-faire, ça les aiderait beaucoup. Ne serait-ce que tout simplement en partant de la composition d'un conseil d'administration qui soit plus équilibré et il n'y a pas juste des artistes. Je veux dire, une galerie d'art, c'est pas juste d'organiser des expositions, c'est aussi trouver le funding, négocier des baux, remercier ou embaucher un directeur général. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont des compétences d'affaires. Et là, on voit des artistes, et puis j'adore les artistes, je suis marié à une artiste, mais on les voit qui essayent de trouver des solutions entre eux-mêmes, alors que les gens d'affaires ils disent, oui, il n'y a rien là, on va faire un conseil équilibré, on va mettre, bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que oui, tout à fait, faudrait que ça soit fait, mais ce que je retiens, c'est qu'il faut que ça soit fait de façon structurée, puis comme disait Benoît, avec des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on essaie de régler comme problème spécifique? Sinon, ben, une discussion intéressante, mais ça n'arrivera à rien, là. Puis les gens d'affaires, ils n'ont pas de temps à perdre, ça, je peux vous le dire. Ils vont vouloir, c'est quoi le problème? Si c'est clair, moi, je pense qu'ils vont embarquer. Au Québec, les gens sont très, très. Il y a une communauté. Je le vois tous les jours. Ça fait 40 ans que je suis ici, puis je le vois. Il y a vraiment une communauté. Les gens se connaissent. Les gens, il y a une capacité d'entraide qu'on ne trouvera pas dans d'autres provinces canadiennes. Et ça, il faut miser là-dessus. Alors, le mentorat, euh, tel que décrit, oui, absolument, je crois beaucoup que ça doit être développé. Mhm. Et je suis convaincu Mhm. que ça va répondre, que les mentors vont être présents. Oui, justement, Monsieur Guérard, vous avez parlé d'objectifs clairs. C'est important pour les mentorés. Je ne sais pas si vous êtes fasciné comme moi par ce que Fiona a dit en termes de mesurer les compétences transversales développées chez les mentors qui ont fait du bénévolat, du mentorat auprès des jeunes. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre pratique? Non, c'est pas quelque chose que j'ai personnellement constaté, là, la mesure de la compétence des mentors eux-mêmes. Tu sais, on se fie beaucoup plus à leur parcours, leur expérience professionnelle, leur parcours, et parfois ils vont avoir tu sais, certaines questions ou besoins spécifiques. On va essayer de leur trouver peut-être des réponses à ces besoins-là, mais il n'y a pas d'évaluation formelle en bonne et due forme. Mais je pense, dans un programme peut-être très structuré ou un volet coach exécutif, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant de justement s'assurer de développer les compétences des mentors peut-être de façon plus formelle. Mhm. Madame Solera-Roche? Oui.
Oui, je pense que par rapport aux compétences, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait peut-être une réflexion qui est faite entre le mentor et le mentoré, ou même aussi le mentor et la structure, sur l'impact qu'a eu le mentorat, l'action de mentorat. C'est-à-dire que quand moi je me suis engagée en tant que mentor, peut-être j'avais plus de mal à mobiliser mes compétences d'empathie, de communication active. Et quand j'ai terminé mon action de mentorat, bah là, j'ai vu qu'il y a eu un impact, que le fait de devenir mentor ou le fait d'être mentoré m'a permis de développer certaines de mes capacités transversales, c'est-à-dire bah, une communication active, un esprit de négociation, de la bienveillance, tous des compétences qui sont aujourd'hui très recherchées chez les managers et malheureusement, j'ai l'impression on les étudie pas. Et donc, tout d'un coup, on devient un jour manager et il faut se faire face à la question humaine. Et parfois, ben, on n'est pas outillé, on est outillé avec nos compétences dures et il nous faut peut-être des compétences transversales plus soft. Et c'est là où je trouve que le mentorat a toute sa force, c'est-à-dire qu'on est en train de connecter deux personnes, dans mon cas, deux personnes de milieux très différents. Et donc, il y a un peu ce contexte, cette relation artificielle qui se crée et on va aller rechercher un contexte, une relation de confiance et on va creuser cette relation de confiance-là. Et c'est dans cette construction qu'on retrouve justement tout ce développement de compétences qui sont clés pour moi dans la réussite des entreprises. Et je pense que la réflexion aussi française par rapport aux compétences, il y a une logique aussi de plaidoyer et d'embarquer, de convaincre les entreprises de s'embarquer. C'est-à-dire que si je dis en tant que OBNL aux entreprises qui s'engagent, aux mentors qui s'engagent, si je leur dis qu'ils vont, avec l'expérience de mentorat, en sortir grandi, sortir avec des compétences développées essentielles pour devenir les leaders de demain ou en tout cas devenir des bons managers, ben ça, c'est un win-win et c'est un élément de vente, on va dire, pour les entreprises intéressant. Donc, je pense qu'aussi, il y a toute cette recherche de rendre attractif le mentorat pour les entreprises et aussi pour les dirigeants pour qu'ils s'engagent. Mhm. Mhm. Merci beaucoup, Et Madame pour- Solaire Laroche, de votre réponse, justement, qui répond dans le chat, dans le Q&A. On avait une question de Monsieur Jean-Pierre Adrien, qui est issu de l'association Cap Mentorat en France, justement, et qui voulait savoir s'il y avait une nécessité à lier le mentorat avec la performance. Alors, vous venez très bien de répondre à la question. Et puis, justement, vous parliez de le côté attractivité, d'avoir à pousser, puis justement, dans notre préparation à ce webinaire, vous et messieurs, je pense que c'était monsieur Desforges ou monsieur Guérard, vous pourrez rebondir là-dessus. Vous avez mentionné qu'en France, il y avait une distinction justement qui répond à une deuxième question dans cette idée que est-ce que le mentorat à vocation inclusive est présent en France depuis l'initiative gouvernementale, alors les hautes instances qui ont poussé la nomenclature ou l'initiative Un jeune, un mentor. Et puis, à l'inverse, M. Desforges et M. Guérard, je vous demanderais, vous aviez mentionné qu'au Québec, c'est quelque chose qui manque. C'est vraiment plus du mentorat d'entreprise versus du mentorat qui est vraiment propulsé par les hautes instances qui le mettent autant de l'avant comme étant quelque chose de fondamental à l'inclusion justement sociale, professionnelle. Alors, commençons par vous, Madame Solaire-Arlange. Absolument. D'ailleurs, on ne parlait pas de mentorat. Il y a 5 ans, on parlait d'accompagnement, accompagnement individuel, tutorat, parrainage, coaching. Et c'est vrai que le mentorat était très lié au business, entreprise, et pas forcément à cet espace de liberté où on met deux personnes ensemble pour qu'elles évoluent, elles grandissent et qu'elles définissent ensemble leurs objectifs. On parlait surtout d'accompagnement individuel. Et c'est avec, ben, je dirais, 2019, la crise Covid, que les gouvernements publics ont sollicité les associations, donc les OBNL, pour une réponse d'urgence à des problématiques sociales, problématiques d'ordre social. Et donc, c'est vrai qu'avec cette réponse d'urgence, il y a eu une croissance du mentorat, la notoriété du mentorat et a fait ses preuves, on va dire. Et il y a eu l'initiative portée par le gouvernement du président Macron, Un jeune, un mentor,
a fait a injecté, on va dire, beaucoup d'argent dans le tissu associatif des organisations non lucratives et donc a fait qu'il y ait eu un essor très important du mentorat. Tout ça coordonné aussi avec le collectif mentorat, qui est un collectif d'associations qui s'est créé en 2019 justement pour piloter toute cette démarche d'urgence qui avait été sollicitée par le gouvernement. Et donc, c'est ce collectif-là, et c'est la force aussi du collectif, je dirais, d'avoir un représentant qui parle au pouvoir public, qui parle aux entreprises et qui défend les intérêts des plus petits, des structures, des OBNL et qui a un plaidoyer, a un but commun, a une seule voix. Donc, ça guide ça guide les chantiers, quoi. Et c'est vrai que ça a été un essor très, très fort. Et en parallèle de ça, il y a eu aussi un essor au niveau des entreprises qui, elles aussi, se sont regroupées avec une communauté qui s'appelle aujourd'hui les entreprises s'engagent. Et c'est une communauté qui a plus de, je crois, 100 000 entreprises engagées en France pour des questions sociales. Et donc, c'est une communauté d'entreprises pour une société inclusive, un monde durable. Et donc, c'est très lié aussi aux objectifs du développement durable des Nations Unies, mais surtout à la responsabilité sociale des entreprises dont je parlais avant. Et puis justement, en parallèle, M. Desforges, M. Guérard, la situation au Québec par rapport à cette initiative qui est propulsée, qui est backée, comme on le dirait en bon québécois, justement, par le gouvernement, les hautes instances. Nous, on se situe où au Québec? Est-ce que c'est quelque chose, un travail qui devrait être inspiré justement de l'Europe à injecter ici, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait à bas bruit, déjà dans votre expérience que vous avez pu observer? Je tentais de recadrer un peu la question. Tout ça s'inscrit un peu. Il y a des différences culturelles majeures entre l'Europe et l'Amérique du Nord, et le Québec est un petit peu pris entre l'arbre et l'écorce. Actuellement, parler d'EDI aux États-Unis ou d'ESG, là, c'est totalement, euh, c'est un suicide euh, d'un point de vue positionnement. On le voit encore hier, on a vu Meta, Facebook qui enlève la modération, quantité de compagnies qui ont abandonné officiellement leur programme d'EDI. Le mot ESG est devenu très politiquement chargé aux États-Unis. Je le sais parce que chez Finance Montréal, on met de l'avant tout ce qui est la finance durable, donc finance ESG, là. Et donc, le Canada en général, mais le Québec en particulier, est un petit peu coincé entre les deux. On a une sensibilité culturelle à l'Europe qui est évidente. Et en même temps, on ne peut pas se dissocier du fait qu'on est dans un espace nord-américain. Alors, ça, c'est ce que les journalistes aiment dire, c'est ce qu'on voit dans les médias, c'est en apparence un recul de tout ce qui est EDI. En réalité, je pense qu'elle est plus subtile que ça. Je pense il y a quand même des actions qui se continuent, même aux États-Unis. Il y a une réalité des contextes environnementaux, sociaux et de gouvernance qu'on ne peut pas, je veux dire, peut pas ignorer que la moitié de Los Angeles est en train de brûler aujourd'hui, là. Bon, donc, à un moment donné, je pense il reste que le mentorat, il reste que tout ce côté-là demeure pertinent. C'est juste que la façon de l'amener doit être fait de façon différente parce que, encore une fois, le contexte est devenu chargé. On peut pas être insensible à ce qui se passe au sud de la frontière, malheureusement, là. Ça aide pas la cause, c'est certain. Je pense que fondamentalement, ça reste encore quelque chose qui est très valable. Puis, il faut garder l'œil sur ça et continuer à pousser là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à la question, là, mais ça c'est certain qu'il y a une grosse différence entre l'Europe et, euh, et, en Europe, c'est très drivé par des décisions gouvernementales ou européennes. Il y a beaucoup de changements qui se font. Ça vient du top-down, là, depuis les accords de Paris en 2015, là, c'est venu d'en haut. En Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier, c'est plus drivé par la business, par le monde des affaires. Et les gouvernements sont des fois un petit peu en retard là-dessus. Euh, donc, je pense qu'il faut être vraiment sensible à ça. Faut être capable d'adapter les bonnes pratiques sans nécessairement en faire on dirait une espèce il y a un côté social derrière la politique qui est très, très, très dérangeant actuellement. Oui, d'où vient l'importance en même temps de faire les mesures dont Fiona nous a fait référence, de mesurer cette Mhm. compétence transversale, parce que
Là, c'est toujours pareil dans le mentorat. Le mentorat, c'est à la fois quelque chose qui est immesurable. Comment, donc, tu sais, de Et ça, façon, c'est, oui, ouais. Mais ça, je dirais, ça, c'est la, puis le coaching, c'est la même chose. Quand on essaie de démontrer la valeur de quelque chose, les entreprises ou les gens vont voir le coût. Ils vont dire, il y a un coût. Ça, le coût, il est connu, les factures, bon, etc. Le bénéfice, il est beaucoup plus intangible. Et ça, c'est la grande difficulté de démontrer la valeur de ce genre d'approches qui sont autour des compétences humaines, des skills des soft skills plutôt, qui sont en fait des hard skills pour moi, là. Surtout, plus tu montes, plus c'est important. Euh, et les gens, des fois, ont une vision un peu à court terme et c'est connu que lorsqu'il y a des enjeux financiers, bon, on va passer au crible toutes les dépenses et puis ceux qui vont passer au cash en premier, passer l'expression, ça va être les gens des RH, les comptables, bon, etc. Mais on va essayer de préserver toutes les autres fonctions en premier. Alors, il y a un défi de mettre en valeur, de prouver la valeur de ces approches-là, euh, euh, qui ne se mesurent pas nécessairement toujours facilement dollar pour dollar. Mais c'est sûr qu'il y a une valeur. C'est sûr qu'il y a une valeur. oui. Puis même, tu sais, pour ceux qui ont eu la piqûre ou la mordure du mentorat, on dirait que c'est pas dollar pour dollar, mais c'est un effet même multiplicateur. Ouais, Donc, puis on a une bonne remarque aussi un bon rappel dans le chat de la part de Catherine Légaré de Hello Mentorat et d'Academos qui nous rappelle qu'en effet, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, ils appuient des initiatives mentoraux. Juste pas de cette nature. Par exemple, ils appuient Réseau Mentorat qui accompagne les entrepreneurs du Québec et l'appuie les étudiants qui participent à une plateforme de mentorat qui s'appelle Academos, qui est le jumelle. ouais, ouais, ouais. On utilise aussi là, chez nous. Là, ouais. Oui, excellent. Joël. Oui, Monsieur Guérard, justement, avec le peu de temps qui va nous rester, on a quelques questions dans le chat qu'on voudrait passer. Justement, si on pourrait vous entendre sur est-ce qu'il y a autant de valeur que les mentorés soient des contributeurs individuels, donc pas des gestionnaires et pas nécessairement des personnes qui aspirent à devenir leaders? Puis quels seraient les objectifs poursuivis dans ce contexte-là? Contexte de ne pas être justement des contributeurs ou en lien avec l'entreprise. Est-ce que la question vous apparaît claire? Ben, je m'excuse, Joël, là, ma connexion a coupé momentanément pendant que tu posais la question. Fait qu'est-ce que je peux te demander de la répéter? Il n'y a aucun problème. Alors oui, est-ce qu'il y a autant de valeur que les mentorés soient des contributeurs, pardon, des contributeurs individuels, donc pas des gestionnaires, pas nécessairement des personnes qui aspirent à devenir leaders, et quels seraient les objectifs poursuivis dans ce contexte? Oui, ben, je pense que le mentorat peut avoir des avantages, peu importe le niveau. C'est pas obligé d'être un programme de mentorat pour quelqu'un qui veut devenir un des futurs leaders ou progresser comme leader dans une organisation. Si c'est des contributeurs individuels, ça peut être pour mieux comprendre l'organisation, mieux comprendre les rouages ou ce qui est non écrit alentour d'une organisation, de comprendre ça, de comprendre comment faire cheminer tes dossiers au sein de l'organisation. Les contributeurs ont des dossiers à faire avancer. Fait que je pense que ça peut très bien s'appliquer également, mais ça revient à quel objectif on vise par le programme pour de- avoir les échanges au bon niveau en fonction de ces objectifs-là. Moi, Justement, Joël, dans Joël, l'objectif je d'aujourd'hui. dirais, Oui. je dirais absolument oui, oui, oui. Ça s'applique aussi bien à des individuels que des gestionnaires. Tout à fait. Est-ce que vous aviez quelque chose, un petit crémage à rajouter par-dessus? Pourquoi est-ce que vous Alors, moi, voyez, vous allez dans le même sens? comme je disais tout à l'heure, des gens qui sont des chargés de compte, là, des directeurs de compte dans des cycles de vente qui sont très sophistiqués, très complexes. Oui, le mentorat est absolument indispensable parce que c'est vraiment, c'est des ventes qui sont sophistiquées. Donc, il y a plein d'exemples que ce soit en informatique, en service financier, que absolument avoir un mentor qui nous montre comment ça se fait. Je parlais des avocats tout à l'heure. C'est sûr et certain que du mentorat euh, à des contributeurs individuels est tout à fait adapté pour ça. Parce que ça ne s'apprend pas dans les livres, ni à l'université, ni autrement. Exact, c'est les choses qui sont entre les lignes
qui sont un peu plus de manière intrinsèque, mais qui ne peuvent pas être explicitement, disons, véhiculés. C'est à travers la symbiose puis l'échange, justement, en termes de passer du temps, de pouvoir comprendre les rouages, les trucs et astuces qui ne sont pas de l'ordre d'un livre ou d'une théorie, en quelque sorte. Et puis, justement, vu le petit 5 minutes qui nous reste, justement, une question ouverte à vous trois. Madame Solaire, vous êtes invitée à y répondre d'abord. Si on est dans un volet d'avoir à explorer des pistes de développement de la pratique mentorale, tant en Europe qu'au Québec, il y a peut-être des choses qui pourraient être intéressantes d'imbriquer dans un environnement ainsi qu'à l'autre. Comment est-ce qu'on peut voir l'évolution, justement, à venir du mentorat, tant au sein des entreprises que dans la communauté? Est-ce qu'il y a des pousses, des jeunes pousses qui seraient à surveiller dans un type de domaine, dans un type d'augure ou quoi que ce soit? Comment est-ce qu'on voit justement l'évolution du mentorat et puis qu'est-ce qui pourrait être contributif pour un environnement européen versus autant que dans l'environnement québécois? Si je démarre, et je vais parler plutôt depuis le point de vue de structure, pas forcément de la relation mentorale elle-même, ce que je remarque depuis quelques années, c'est que les programmes de mentorat ne sont pas des îlots isolés, mais agissent en système, en fait, connectés à plein d'autres acteurs. Et je pense que, et c'est ce que j'ai vu, et c'est la tendance, qu'on a tendance à se rassembler, à s'unir de plus en plus pour porter le mentorat et le faire développer. J'ai parlé du collectif mentorat, j'ai parlé des différents réseaux d'associations, de OBNL qui se retrouvent, qui se rassemblent dans différents pays, mais aussi les entreprises qui commencent à se connecter, à se coordonner et à avoir des actions conjointes pour renforcer les actions de mentorat et pour avoir des impacts conséquents dans la société ou dans les environnements dans lesquels ils agissent. Donc moi, la tendance que j'aurais envie de partager, c'est, je pense que les entreprises en tout cas j'espérerais que les entreprises commencent à se coordonner entre elles aussi, et surtout les entreprises multinationales qui sont sur plusieurs pays, et notamment en Europe. Ça fait sens que si BNP Paribas ou Schneider Electric sont dans plusieurs pays ou partout dans le monde, ils aient une stratégie mondiale qui peut être répliquée et utilisée dans plusieurs pays sans avoir à avoir des conversations bilatérales en permanence et à réinventer la roue pour agir, quoi. Merci beaucoup. Monsieur Deforge? Les tendances, les projections, qu'est-ce qu'il y a sur le feu que vous voyez justement par rapport à la tendance de la pratique mentorale? Vous êtes d'origine européenne et vous êtes au Québec depuis plus de 40 ans. Est-ce que vous voyez certaines choses qui seraient à garder en tête par rapport à l'évolution autant dans les entreprises que dans la communauté sociale? Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter de ce que j'ai déjà dit. Je ne sais pas très bien quoi répondre. C'est une question très large. Je pense qu'il faut continuer à essayer d'apprendre des pratiques européennes et vice-versa, là. Je pense qu'il y a pas une seule réponse. Donc, je suis très content d'avoir appris un peu plus sur ce mentorat inclusif, là. Je pense que c'est quelque chose à développer. Et puis, je pense qu'on est tous un peu co-responsables de démystifier ce qu'est le mentorat, ce qu'est le coaching, ce qu'est le conseil. Ça, c'est comme praticien, là, puis comme personne convaincue, il faut absolument démystifier tout ça. Les mots sont utilisés, sont un peu détachés de leur signification réelle, et on doit absolument clarifier ça. Parce que c'est un peu intimidant, je pense, pour beaucoup de gens. Devoir démocratiser justement la pratique mentorale en quelque sorte. Monsieur Oui. Guérard? Ouais, ben, je compléterais, parce que c'était un point que j'avais dans ma préparation. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas rendre ça plus compliqué que ça doit l'être. C'est quelque chose de simple, tu sais, un échange de quelqu'un qui cherche conseil d'une personne qui a de l'expérience dans ce domaine-là, que ce soit un coaching, un mentorat. L'important, c'est de le faire et d'appuyer justement et d'encourager autant nos gens d'expérience à partager leur expérience que les plus jeunes à aller chercher cette expérience-là, puis à être ouverts à comprendre puis à apprendre. Puis j'avais vu une question dans le chat aussi sur le mentorat inversé. Je pense qu'il y a probablement, tu sais, je pense dans toute relation mentorale, les mentors en tirent autant de bénéfices
puis d'apprentissage que les mentorés dans chacune des relations qui vont être différentes. Donc, l'important, je pense, c'est d'en faire du mentorat sans trop s'enfarger dans les détails, mais de le faire. Juste ça, c'est important. Je seconde Exact, c'est du totalement. don de D'ailleurs, moi, soi. comme coach, j'ai développé une expression, c'est de l'auto-coaching. Combien de fois on coach et puis on se fait des notes mentales en disant ça s'appliquerait donc à moi, ce truc-là. Comme mentor, c'est exactement la même chose. On apprend des mentorés, des coachés. C'est ça qui est merveilleux. Exact. C'est une relation qui se veut justement humaine et circulaire. Et dans cette optique, on arrive déjà à l'heure charnière, l'heure cruciale. Il est présentement 13 heures, heure d'ici. On a Madame Solaire Arroche qui a 6 heures de fuseau horaire, si je ne m'abuse, de nous. Merci beaucoup. Encore une fois, c'était l'ouverture justement de la célébration du mois du mentorat à travers ce premier webinaire, justement, qu'on vous rappelle, qui était intitulé Québec, terre du mentorat, pour justement faire le parallèle et savoir comment est-ce qu'on peut s'inspirer et comment est-ce que malgré des cultures qui peuvent être diamétralement similaires, mais qui peuvent avoir leurs distinctions, comment est-ce qu'on peut pratiquer différemment aussi. Alors, juste en termes de remerciements, on vous rappelle qu'on a eu autour de la table, justement, pour discuter, Mme Fiona Solaire-Arroche, consultante en mentorat en Europe et organisatrice en chef de l'édition 2024 du Sommet européen de mentorat. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette heure qui est passée très, très rapidement. Ça a été fort enrichissant de pouvoir vous entendre. On a eu aussi M. Benoît Guérard, qui est leader de l'équipe d'architecture d'entreprise et d'alignement stratégique au sein de l'entreprise, du groupe, pardon, technologie numérique chez Hydro-Québec. Merci encore une fois de vous être prêté au jeu justement en ce retour du temps des fêtes. Et puis, en troisième partie, nous avons eu M. Jacques Desforges, qui est directeur général de Finance Montréal, la grappe financière du Québec, qui depuis 2010 développe et promeut le Québec comme une place financière de classe mondiale. Merci aussi à vous, M. Desforges, d'avoir été des nôtres. On vous invite justement aussi à rester à l'écran. Il va y avoir un sondage qui va apparaître. On vous invite à y répondre, à savoir comment est-ce que vous avez pu apprécier la séance d'aujourd'hui. S'il y a des questions, des commentaires, suggestions. Ça a tellement été intéressant, enrichissant, mais faute de temps, on voudrait une partie 2. Merci de nous en faire part. C'est toujours intéressant de pouvoir donner davantage de souffle aussi. Et puis, j'aimerais remercier aussi le secrétariat de la condition féminine, qui est partenaire du mois de mentorat, du mentorat 2025, et le partenaire aussi de l'accélérateur mentoral que ma collègue Jennifer Petrella ainsi que moi-même conduisons justement depuis 3 ans déjà. Marie-Ève Roberge, notre présidente, un petit mot de la fin, justement, de manière un peu plus officielle, s'il vous plaît. Vous êtes sur mute. Je fais ça en 30 secondes, comme on a dépassé maintenant de 3 minutes. Remerciements aux 3 pénalistes. Merci, merci de votre générosité. Merci, Jennifer, Joël, d'avoir l'idée ça de main de maître, ce premier webinaire. Je tiens à remercier, comme vous voyez à l'écran, nos partenaires financiers, l'Ordre des CRHA qui, depuis plusieurs années, nous soutient. Maître D qui embarque avec nous cette année pour nous aider à grandir. Et des rappels importants, vous allez avoir tous les liens par courriel et dans le chat ici. Donc, un sondage pour ce premier webinaire d'une série de 3. L'inscription au Forum du mentorat, il reste encore quelques billets. On a des places limitées cette année parce que c'est au Square BDC, donc faites vite. Puis ensuite, je vous invite à aller voir les détails du prochain webinaire qui se tiendra mercredi prochain, pas le 29 janvier, mais mercredi prochain. À midi, même chose, et le troisième, l'autre mercredi, toujours à midi. Donc, sur ce, merci beaucoup. Passez une belle semaine, puis au plaisir de vous rencontrer. Bon mois du Au mentorat. plaisir de se voir en présentiel au forum, justement, le 29 janvier. Et puis, mercredi 15 janvier, prochain webinaire, et le 22 janvier, ne serait-ce que pour vous donner les dates exactes. Toujours à midi, même heure, même poste. Merci, Joël. Alors, au Bye bye plaisir à tout tout le le monde. monde. Merci encore.